Le milieu de la coiffure s'assainit dans le Béquet. Pour y arriver, une association dirigée par un homme qui compte apporter un souffle nouveau à ce secteur. Des présumés auteurs de l'attaque du fourgon de la Sotra arrêtés. L'attaque a été perpétrée majoritairement par des individus qui se sont évadés du palais de justice d'Abidjan le 8 août dernier. Selon le directeur de la police criminelle, rencontre historique entre les deux Chines ennemies, un sommet historique en terrain neutre, une première depuis 1949. C'était le 7 novembre 2015. Voilà, monsieur, bonsoir. La coiffure n'est plus la chasse gardée des femmes. De plus en plus, les hommes excellent dans ce métier depuis bien longtemps maintenant. Pour mieux organiser ce secteur d'activité, une association vient de voir le jour dans le Béquet et c'est un homme qui préside aux destinées de cette organisation. Hassan Khan, Amadou Walter Ouattara. Rosine Guesson, cliente fréquente le rare salon de coiffure féminin tenu par un homme. Vraiment, j'aime sa coiffure. Il crée les designs. Le fait que c'est un homme, ça ne me gêne pas. Djea Kwame, 15 ans de métier, fait partie du nombre indéterminé de coiffeurs et de coiffeuses dames qui exercent dans le Béquet. Une activité en plein essor dans la région. Autrefois, un coiffeur, quand la dame te dit les coiffeurs, mais quand le monsieur te dit les coiffeurs, tu es content parce que ça se répercute sur sa vie. Mais aujourd'hui, l'installation anarchique, il n'y a pas de suivi après formation. Pour faire face à l'anarchie, un assainissement dans le milieu s'impose, d'où la création de Beauty Leaders, une association des acteurs de la coiffure en vue de la professionnalisation du métier. Au cours d'une cérémonie d'investiture, Djea Kwame est portée à la tête de la structure. La formation de ses membres demeure sa priorité. Ce n'est pas seulement de dire je suis coiffeur, mais prendre ses responsabilités en tant qu'artisan, en tant que coiffeur, en se rendant plus professionnel que jamais. Les autorités présentes saluent cette synergie des professionnels de la coiffure. Au-delà des coiffeuses et des coiffeurs, c'est l'artisanat qui est interpellé pour sa structuration, pour son organisation. Il n'y a qu'une coopération organisée qui peut être accompagnée. Un métier qui occupe environ 2,5 millions de jeunes en Côte d'Ivoire. Donc c'est un bassin d'emploi à encourager. À ce jour, l'association Beauty Leaders compte plus de 2000 adhérents. Des présumés auteurs de l'attaque du fourgon de la Société des transports abidjanais Sotra ont été arrêtés. Selon le directeur de la police criminelle, l'attaque a été perpétrée par des individus qui se sont évadés du palais de justice d'Abidjan le 8 août dernier. 23 millions de francs CFA ont été emportés. Abou Sanogo nous rapporte les faits. La direction de la police criminelle stoppe net la progression de ces 5 individus auteurs de l'attaque d'un fourgon de la Sotra qui transportait la somme de 23 millions de francs CFA dans la commune de Port-Bouy. Infraction qu'ils ont reconnue sans difficulté. C'est moi qui ai donné l'information à quel le fourgon vient. Je leur ai dit que la recette du vendredi, samedi, dimanche reste et puis c'est lundi on vient prendre. Ils ont dit que s'ils attaquent le fourgon, qu'ils vont me donner 15 millions. L'attaque du fourgon de la Sotra a été perpétrée par ce groupe composé majoritairement de détenus évadés du palais de justice le mardi 8 août dernier. Les Zoulous ils sont venus en costume veste. Ils sont venus en veste. Maintenant, ces Zoulous seuls, moi, je les ai reconnus dedans. Tout est mélangé dans le violent. Quand tout est mélangé dans le violent, ils ont ouvert ceux qui ont les défaits là. Ils ont ouvert les violents de là-bas. Et puis nous qui sommes quittés à la marque pour venir violents, qui on était dedans, ils ont ouvert là-bas. Mais ce n'est pas tout. C'est eux qui ont attaqué le commissariat du 34e arrondissement d'Abobo Baouli. Ils ont désarmé des policiers qui étaient de faction à la gare de Bassam. Ils ont emporté leurs armes, leurs pistolets. Les différentes opérations de police menées sur le terrain ont permis de saisir 4 fusils AK-47 Kalachnikov, 4 chargeurs de fusils Kalachnikov, plusieurs munitions de calibre 7,62 mm, 2 radio-émetteurs récepteurs police, 2 pistolets automatiques et un chargeur de pistolets automatiques. En attendant l'interpellation de complices en fuite, ces individus interpellés seront conduits devant le parquet d'Abidjan Plateau pour répondre de leurs actes. Katiola retrouve son lustre d'antan. Plus de 6 km de bitume redonnent fière allure à la cité du Hambol. Plusieurs investissements sont réalisés, ce qui fait naître beaucoup d'espoir dans cette ville du centre du pays. Kader Sogodogo nous donne un aperçu des réalisations. Katiola et sa population n'oublieront pas de sitôt l'année 1979, celle au cours de laquelle la route de l'indépendance tournante s'est arrêtée dans la localité.
Une année magique où, sous l'inspiration de feu le président Félix Houphouët-Boigny, Katiola avait eu un visage nouveau, celui d'une cité moderne. Bitume, lycée, hôpital, stade, on ne finira pas d'énumérer les infrastructures réalisées. La belle époque passée, la localité a vu son développement freiner. Les causes sont multiples. Manque d'investissement, démographie galopante et bien entendu, la crise militaro-politique de 2002. Cette année, grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, Katiola commence à croire à l'émergence prônée par le président de la République Alassane Ouattara. La ville vient de bénéficier de 6,5 km de bitume. De Konaka à Gbedeka 1, en passant par Kaklinka 1, Résidentiel 2 et Nandjepleka, de nouvelles voies bitumées ont vu le jour. Je voulais très sincèrement et très respectueusement remercier nos autorités avec à leur tête le président de la République, le gouvernement conduit par son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, les remercier pour cette faveur qu'ils nous ont faite en nous rendant la ville aussi belle. Ce n'est pas tout. La cité attire désormais des investisseurs. À côté de l'ANACAD, des investissements privés dans le commerce et l'éducation sont faits. Le conseil municipal a vu son budget atteindre la barre historique des 300 millions de francs CFA. Le développement et le social seront prioritaires. La population a des raisons d'espérer. Katiola est devenue une ville belle, une ville coquette où il fait bon vivre et nous avons l'intention de poursuivre sur cette lancée pour faire de Katiola une véritable capitale de la région du Yambol, une ville où il fait bon vivre, vivre ensemble. Le maire Kamara Thomas entend consulter régulièrement les différentes couches sociales, comme pour dire Katiola est de retour et cette fois-ci définitivement. La production de l'igname connaît une baisse. Pour booster cette production, les agriculteurs sont appelés à augmenter la superficie des champs et les jeunes à s'impliquer dans cette culture. Et ce, lors d'une journée dédiée à la promotion de l'igname dans la région du Bélier. Kwadio Kwame. L'igname était la première culture vivrière en Côte d'Ivoire, avec plus de 4 millions de tonnes par an. Cependant, la production connaît une baisse ces dernières années. Baisse relative au changement climatique, à l'abandon de la culture de l'igname au profit des cultures industrielles. Pour une production intensive de l'igname, la PANAFSI, qui est la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, mène des actions sur le terrain. La section de la PANAFSI de la région du Bélier a donc initié une journée dédiée à la promotion de l'igname. Au cours de cette journée, il a été question de sensibiliser les petits producteurs à augmenter la superficie des champs d'igname et la jeunesse à s'intéresser à la culture intensive de cet aliment. Donner de la valeur à l'igname, qui est une nourriture de base pour le peuple baoulé, pour le grand centre. Valoriser leur culture, amener nos jeunes à aimer la terre, à aimer l'igname. Les autorités administratives, politiques et invités ont salué la démarche de la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire. La présidente nationale de la PANAFSI a plaidé pour une agriculture familiale qui, au-delà de nourrir la famille, satisfait les besoins de tout le pays. L'agriculture, on le dit, elle nourrit son homme, mais il faut le faire de façon professionnelle. Il faut le faire de sorte que ça soit un métier valorisant. L'igname est le deuxième aliment le plus consommé après le riz. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs le troisième pays producteur mondial de l'igname après le Nigeria et le Ghana. En Afrique du Sud, la violence politique embrase le KwaZulu-Natal. Plus de 40 personnes y ont été abattues l'année dernière, victimes d'une guerre sans merci pour le contrôle de la branche locale de l'ANC au pouvoir. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Cette cité est l'un des endroits les plus dangereux d'Afrique du Sud. Dans cette banlieue de Durban, des tueurs à gages sont recrutés et s'affrontent dans une série de meurtres politiques. Des assassinats commis pour prendre le contrôle de la branche locale du parti au pouvoir, l'ANC. Depuis 2014, cette guerre a fait plus de 90 victimes. Nous avons perdu beaucoup d'amis ici. Vous pouvez voir les impacts de balles, les balles tirées sur nous. Il y a des gens qui sont des tueurs à gages ici. Ils sont recrutés par des hommes politiques. Des dizaines de milliers de personnes s'entassent dans ce complexe de 71 foyers
dans des conditions sanitaires désastreuses. Il est facile d'y trouver des hommes de main prêts à tout pour quelques billets, sous l'œil complice de la police. Il y a eu tellement de plaintes pour corruption, complicité de la police locale avec les criminels. Certains individus au sein de la police ont été accusés, mais il n'y a pas eu de vraie enquête. Donc les tueurs à gages ont pensé qu'ils pouvaient juste continuer sans être inquiétés. Divisé entre Cyril Ramaphosa, le vice-président actuel, et l'ancienne épouse du président Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma, originaire de la région, l'ANC élit son nouveau leader en décembre. Pas une semaine ne passe sans qu'un ou plusieurs délégués de l'ANC ne tombent sous les balles d'un tueur. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est contraire à l'esprit de notre parti. Le contrôle du KwaZulu-Natal est essentiel dans la guerre de succession du président Zuma. En cas de victoire de l'ANC aux prochaines élections, le leader du parti pourrait bien se retrouver à la tête du pays. C'est la première fois depuis la fin de la guerre civile en 1949 que la Chine populaire et Taïwan, une île de 23 millions d'habitants de facto indépendante, mais que Pékin considère comme une province rebelle faisant partie de son territoire, se rencontrent le 6 novembre 2015. Depuis l'élection en 2008 du président taïwanais d'alors, partisan du rapprochement avec Pékin, les deux entités ont beaucoup échangé, mais toujours via des émissaires. L'annonce de la rencontre entre le dirigeant de Taïwan et de Chine continentale le samedi 7 novembre 2015 à Singapour a provoqué un électrochoc. C'est la première fois depuis la rencontre entre Chiang Kai-shek et Mao Zedong en août 1945 que les dirigeants de Chine nationalistes et communistes se retrouvent en tête-à-tête. À une époque où Taïwan n'était pas encore devenu la base de repli des troupes du généralissimo et où le futur grand timonier n'était encore qu'un chef de guérilla. Après la poignée de main, le président de la République populaire de Chine a rappelé la position de Pékin, qui considère Taïwan comme une province chinoise. Les deux hommes s'exprimeront ensuite lors de conférences de presse séparées. Les deux Chines n'ont jamais signé de traité de paix car elles continuent d'adhérer à un système de statu quo selon lequel elles appartiennent au seul et même pays. Mais les aspirations indépendantistes à Taïwan ont poussé le Kuomintang et le Parti communiste chinois à orchestrer un rapprochement symbolisé par la rencontre en 2005 entre Hu Jintao, alors président chinois, et Liang Shan, alors président honoraire du KMT. Après son élection en 2008, Ma KMT a mené une politique de normalisation en petits pas avec Pékin, ouvrant les liaisons aériennes directes avec la Chine continentale et relançant les pourparlers entre les associations qui représentent les deux Chines, puis en 2014 entre les chefs des ministères respectifs des affaires chinoises et taïwanaises. Un marathon de rencontres à un niveau de plus en plus élevé, jusqu'à celle en mai entre Xi Jinping et Eric Chu, l'actuel président du KMT et candidat de ce parti à la présidentielle de janvier 2016. L'entretien du 7 novembre est présenté comme l'aboutissement naturel. La poignée de main de samedi représente bien symboliquement le couronnement de tout ce que Ma Ying-jeou a mis en œuvre ces dernières années. Sur Taïwan, le numéro 1 chinois avait dès 2013 confié à un émissaire taïwanais que la question de la réunification chinoise ne pouvait courir de génération en génération. À Taïwan, où la jeunesse est descendue dans la rue en mars 2014 lors du mouvement des tournesols pour faire dérailler le dernier volet du rapprochement économique avec la Chine voulu par Ma Ying-jeou. Les nouvelles générations sont toutefois de plus en plus réticentes à embrasser un rapprochement avec la Chine. Le contexte politique à Taïwan a évolué de manière spectaculaire ces 7 dernières années. Un nombre croissant de Taïwanais sont conscients de leur identité et du contraste béant avec la Chine, retombé directement du renforcement des liens sous Ma Ying-jeou. À Singapour, Ma Ying-jeou et Xi Jinping se salueront en terrain miné. L'opposition et une partie de la société taïwanaise vont ausculter la rencontre en détail en quête de la moindre atteinte contre la dignité et la souveraineté de Taïwan.
Poignée de main historique donc entre les deux hommes qui se rencontrent le 7 novembre 2015. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.